Bonjour à tous. Cette présentation sera consacrée à l'un des philosophes majeurs du XVIIIe siècle, à l'origine d'une des plus vastes entreprises de la philosophie des Lumières, à savoir la rédaction de l'encyclopédie, Denis Diderot. Avant de nous intéresser à son œuvre, commençons par quelques repères biographiques pour que vous puissiez mieux situer ce philosophe. Diderot naît à Langres en 1713, dans une famille bourgeoise. Son père est maître coutelier. Après une formation chez les jésuites, il monte à Paris où il passe sa jeunesse, essentiellement dans le quartier latin où il mène une vie de bohème. Il fréquente les milieux littéraires et vit de petits métiers, notamment de préceptorat. Il se lie avec Rousseau et publie à partir des années 1740 ses premiers écrits. Ses pensées philosophiques de 1746 sont tout de suite condamnées par le Parlement. Toutefois, cette condamnation ne le décourage pas, et sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, publiée en 1749, lui vaut d'être emprisonné à Vincennes en raison de ses thèses matérialistes. Diderot est également traducteur d'ouvrages anglais. Alors qu'il a pour projet de traduire l'Encyclopédia de Chambers, un grand dictionnaire illustré publié en Angleterre, il transforme cette adaptation en un projet original avec le mathématicien d'Alembert. C'est ce qui va devenir l'encyclopédie, ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Diderot a une production littéraire foisonnante. Il publie, souvent anonymement, de très nombreux textes en tout genre. Vous trouverez des extraits de ces textes dans votre brochure et vous verrez qu'il écrit autant de lettres que de romans, que du théâtre, des traités, de la critique d'art, en parallèle de la direction de l'encyclopédie. Après avoir terminé cette vaste entreprise, il part en Russie en 1773 auprès de l'impératrice Catherine II, en qui il croit voir un monarque éclairé. Il exerce auprès d'elle le rôle de courtier en art et espère pouvoir contribuer à un gouvernement qui correspondrait à l'idéal des Lumières. Mais très rapidement, il se heurte à la réalité du pouvoir et c'est la désillusion. Il rentre en France, se consacre à l'étude et à l'écriture avant de mourir à Paris en 1778. Vous voyez sur cette diapositive une liste des œuvres principales de Diderot, où vous pouvez constater la grande diversité que j'évoquais à l'instant. Notre auteur s'est essayé à quasi tous les genres. Deux précisions s'imposent. Vous n'avez pas là l'intégralité de ses écrits, loin de là, tant ils sont nombreux, mais seulement une sélection de ses œuvres les plus importantes. La deuxième précision est que les dates de composition ne sont pas toujours connues, et que certains textes n'ont été publiés que de façon posthume. Diderot a souvent publié anonymement et les conditions de conservation, pas toujours soigneuses, de ses manuscrits rendent parfois l'établissement de certains textes difficiles. Ainsi, des romans comme La Religieuse ou Jacques le Fataliste ont sans doute été composés dans les années 1760. Mais vous voyez qu'ils n'ont été publiés que bien après. Bref, nous allons dans la suite de cette présentation examiner cette œuvre de plus près, non pas en les prenant dans un ordre chronologique, ce qui serait un petit peu compliqué, mais par une approche plutôt générique, en espérant que cela vous permettra d'y voir plus clair. Commençons par Diderot, romancier. Diderot a écrit plusieurs romans dont quelques titres sont restés célèbres. Jacques le Fataliste et son maître, La Religieuse ou encore Les Bijoux indiscrets. Ce qu'on remarque, c'est que même parmi ces quelques titres, on trouve une grande diversité de tons et de registres. Ainsi, Les Bijoux indiscrets est un roman libertin, dans la veine orientaliste, où un anneau magique a le pouvoir de faire parler les bijoux des femmes, qui n'est rien d'autre qu'une métaphore voilée pour parler de leur sexe, qui se mettent à parler et à révéler tous leurs secrets sous l'effet de l'anneau. Dans une toute autre veine, La Religieuse met en scène les tourments d'une jeune fille, Suzanne, placée au couvent contre son gré. On suit les mésaventures de cette pauvre fille qui nous sont rapportées dans un registre pathétique, c'est-à-dire propre à susciter la pitié du lecteur.
c'est une satire à la fois touchante et puissante du milieu des couvents que nous peint Diderot avec ce roman. Dans un registre encore très différent, Jacques le Fataliste et son maître mettent en scène les pérégrinations de Jacques et de son maître, dans un dialogue drôle et savoureux interrompu par les interventions d'un narrateur. Le thème affiché de ce curieux roman est le récit des amours de Jacques, mais qui est sans cesse repoussé par de nombreux épisodes plus ou moins rocambolesques ou des digressions. Le couple formé par Jacques et son maître n'est pas sans en rappeler d'autres célèbres, comme Don Quichotte et Sancho Panza, ou même Don Juan et Sganarelle. On retrouve dans ce roman la veine comique et picaresque en vogue au XVIIe siècle. Mais les romans de Diderot ne font pas que raconter une histoire, loin de là. On y lit aussi une véritable réflexion sur le genre romanesque même. La fiction, son statut par rapport à la réalité, et le processus même de l'écriture sont interrogés au cœur des romans de Diderot. Ainsi, la religieuse est fondée sur une mystification. Diderot a d'abord fait croire qu'il s'agissait d'une histoire vraie alors qu'il n'en était rien. Pourtant, ce roman n'est pas non plus sans faire écho avec la réalité pour l'écrivain, dont la propre sœur était morte folle dans un couvent. Plus encore, Jacques le Fataliste exhibe les ressorts de la fiction au point que l'on a pu parler d'anti-roman. Par anti-roman, on entend une œuvre qui détourne et joue avec les attendus traditionnels du genre romanesque, et qui n'hésite pas à s'exhiber comme une œuvre de fiction. Il s'agit d'une forme d'expérimentation littéraire qui vise à brouiller certains codes, l'intrigue, le personnage ou encore le cadre spatio-temporel. Avec Jacques le Fataliste, Diderot bouleverse la narration, qui se présente sous la forme d'une conversation à trois voix. Jacques, son maître, et les interventions intempestives du narrateur, qui joue avec le pauvre lecteur que nous sommes. Cette voix nous interpelle, nous menace de nous laisser là sans continuer l'histoire, et propose d'autres potentialités narratives pour le récit, en évoquant d'autres scénarios possibles avant de nous ramener au protagoniste. Le thème de ce roman est les amours de Jacques, qu'il est toujours sur le point de raconter, mais dont le récit est sans cesse retardé par toutes sortes de digressions et de péripéties. Le tout se fait avec beaucoup d'ironie et d'humour. Et en même temps, la forme dialoguée n'est pas sans rappeler la forme très sérieuse du dialogue philosophique, descendant du modèle de Platon. Par le biais d'anecdotes, Diderot nous livre ses idées sur la liberté et le déterminisme. Mais contrairement au dialogue platonicien, avec Diderot, on est bien en peine d'identifier la figure du sage. Et cela est tout à fait caractéristique du philosophe, dont les textes peuvent être assez déroutants, voire insaisissables. Il aime brouiller les pistes, mais c'est précisément ce qui nous pousse à la réflexion. L'illustration, choisie par Hatier pour son édition du texte en 2005 et qui figure sur cette diapositive, est à ce titre très intéressante. On voit le chemin que parcourent Jacques et son maître, mais si on suit les lignes de ce chemin jusqu'en haut, on a une main qui le trace. Sans doute peut-on également y voir un clin d'œil à la philosophie déterministe dont il est largement question dans ce roman. Sommes-nous libres de nos choix ou notre chemin est-il déjà tracé? Nous reviendrons un peu plus en détail sur la philosophie de Diderot en fin de présentation. Diderot est aussi un homme de théâtre, auteur de plusieurs pièces et surtout théoricien de ce qu'il appelle le drame bourgeois. Pour rappel, le drame désigne alors ce qui est relatif au théâtre. Donc ne le prenez pas dans le sens actuel et courant. De même, le terme de bourgeois n'a pas les mêmes connotations qu'aujourd'hui. Les bourgeois sont plutôt les habitants des villes. Et s'ils peuvent être enrichis, ils ne forment pas la classe dominante de l'époque. Pas encore. La bourgeoisie est une sorte de classe moyenne, ni paysanne, ni noble. Dans ses entretiens sur le fils naturel, dont vous avez des extraits dans votre brochure et que je vous invite donc à lire, Diderot prône un genre sérieux,
ce fameux drame bourgeois qui est une voie moyenne entre la comédie et la tragédie. Selon la définition que donne le Trésor informatisé de la langue française, qui est une excellente ressource disponible en ligne, et que, au passage, je vous conseille de consulter si vous avez besoin de préciser un terme ou une notion. Donc le drame, c'est, je cite, un genre théâtral dont l'action généralement tendue est faite de risques, de catastrophes, comporte des éléments réalistes, familiers, selon un mélange qui s'oppose au principe du classicisme au XVIIIe et XIXe siècle, entre parenthèses, s'oppose à la tragédie et à la comédie classique. Fin de citation. Diderot théorise ce genre du drame bourgeois. Il ne s'agit plus de mettre en scène des caractères, mais des conditions, c'est-à-dire, pour la bourgeoisie, d'un statut professionnel ou familial, comme dans Le Fils naturel de Diderot. Nouvelle précision terminologique, encore. Naturel signifie dans ce contexte illégitime, né hors mariage. Plus tard, chez Beaumarchais, on aura la mère coupable comme exemple de drame bourgeois. Le drame bourgeois est un théâtre essentiellement moralisateur. Il s'agit de célébrer la vertu, de punir le vice et d'édifier le public. Il faut donc lui offrir des intrigues proches pour mieux le toucher. Ce qui est également remarquable dans les théories de Diderot concernant le théâtre, c'est l'importance qu'il accorde au jeu théâtral, notamment dans son texte Le paradoxe sur le comédien, qui présente un célèbre paradoxe justement, qui est que le meilleur acteur est celui qui a le plus de sang-froid, celui qui se laisse le moins gagner par l'émotion, selon Diderot, donc contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue. Diderot propose une véritable réflexion sur le jeu de l'acteur, et il est l'un des premiers à mettre en valeur l'importance du corps et du non-verbal dans l'incarnation d'un rôle. Au-delà du théâtre, il faut retenir que le dialogue occupe une place privilégiée dans l'ensemble de l'œuvre de Diderot. On va la retrouver donc bien au-delà des titres de pièces de théâtre, des titres de drames qui ont été présentés sur la diapositive précédente. En fait, Diderot va cultiver des genres instables, des genres qui ne sont pas trop codifiés, comme la lettre et comme l'essai. Les idées qu'il a à transmettre sont mieux servies par ces formes libres qu'il peut modeler à sa guise. Ainsi, on ne sait pas très bien comment classer ces titres que vous avez à l'écran, les pensées philosophiques de 1746, la lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient de 1749, l'entretien d'une philosophe avec la maréchale II, le neveu de Rameau, le supplément au voyage de Bougainville. Pour donner un seul exemple, la lettre sur les aveugles peut bien revendiquer un rattachement au genre épistolaire dans le titre. C'est en fait un traité de sensualisme, un traité de vulgarisation du sensualisme et qui, en même temps, met en question la façon de concevoir l'esprit humain qui est fondée sur une perspective chrétienne sur le monde et sur la création de l'homme. Au total, l'œuvre de Diderot cherche toujours le meilleur moyen de diffuser les idées des Lumières, à savoir la tolérance, la liberté et la raison critique. Un philosophe des Lumières, Diderot croit en la nécessité de la diffusion des savoirs et de la réflexion libérée de tous les préjugés. Cet idéal s'incarne dans ce vaste projet qui est l'encyclopédie, auquel le nom de Diderot reste attaché. L'encyclopédie est une vaste entreprise qui a pour origine la traduction d'un ouvrage qui a eu un grand succès en Angleterre, la Cyclopedia de Chambers, publiée en 1728. Cette traduction, commandée par le libraire Le Breton en 1746, prend rapidement de plus vastes proportions. Dès 1747, Diderot se voit placé avec d'Alembert à la tête de l'élaboration d'un ouvrage indépendant, ce qui deviendra l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, ayant pour objectif de rassembler toutes les connaissances humaines d'une époque. La publication s'échelonnera de 1751 à 1772 pour réunir 17 volumes de textes, 11 de planches, et auxquels auront participé quelques 150 contributeurs. Cette publication a connu de nombreux rebondissements et a dû faire face à la censure.
Je ne vous en dis pas plus car je vous renvoie à la vidéo entièrement consacrée à ce projet emblématique des Lumières qu'est l'encyclopédie. Apportons quelques précisions sur la philosophie de Diderot. C'est un esprit subversif, matérialiste, sans doute athée, qui refuse tous les dogmatismes. Cela explique sans doute sa prédilection pour les formes dialoguées, qui favorisent le débat, la discussion et qui laissent la place au paradoxe. Nous avons vu que la production de Diderot était vaste et diversifiée, et sa pensée philosophique imprègne l'ensemble de ses textes. Cependant, c'est cette profusion qui fait aussi que l'on ne peut réduire sa pensée à un système clos et unifié. Diderot s'inscrit dans la philosophie matérialiste, c'est-à-dire qui explique le monde par des raisons matérielles, concrètes, et non spirituelles ou religieuses. Il conçoit la vie et la nature comme en perpétuelle mutation, peut-être sans début, ni fin, ni même ordre logique ou principe organisateur. Cette pensée résolument à contre-courant d'une conception chrétienne du monde a valu à Diderot de subir les foudres de la censure malgré des publications souvent anonymes. Ces pensées philosophiques de 1746 sont condamnées par le Parlement à être brûlées. En 1749, il est emprisonné à Vincennes en raison de sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Sur cette diapositive, vous voyez un extrait des registres de police conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, où Diderot est qualifié d'homme très dangereux. Cela explique les conditions de publication parfois rocambolesques. Certaines de ses œuvres sont prétendument imprimées et publiées à l'étranger. En effet, en France, il est alors nécessaire pour publier d'obtenir un privilège du roi, c'est-à-dire une autorisation des instances chargées de la censure pour diffuser le texte, autorisation que les textes de Diderot n'auraient pas obtenue. C'est aussi sans doute pourquoi nombre de ses manuscrits sont restés dans ses tiroirs et n'ont pas été publiés de son vivant, mais parfois bien après. Ce n'est pas chose facile que de faire un bilan rapide sur Diderot. C'est un homme qui s'est illustré dans tous les genres, dans tous les tons, et qui a abordé un nombre impressionnant de questions et de problèmes, fidèles à l'esprit encyclopédiste. Retenons donc l'éclectisme de Diderot. Loin d'être un philosophe vivant dans un tour d'ivoire, il s'est au contraire montré très actif, que ce soit dans la direction de l'encyclopédie, ou auprès du pouvoir même lors de son séjour en Russie auprès de Catherine II, bien que cette entreprise ait été une déception pour le philosophe. Il a subi les conséquences de sa liberté d'expression en étant emprisonné, en voyant son œuvre condamnée, interdite et brûlée en place publique. Le fil directeur de son œuvre et de sa vie est bien sûr son engagement dans le combat des Lumières, contre l'obscurantisme religieux et le despotisme politique, et en faveur de la liberté, de la tolérance et de l'exercice de la raison. Malgré l'instabilité et le changement perpétuel du vivant et la relativité des sociétés, Diderot n'a cessé d'être en quête d'une morale stable. Cette morale serait délivrée de la religion et permettrait à tous les hommes de vivre en bonne intelligence, dans le respect de la recherche du bonheur de chacun. Terminons cette présentation en citant l'article Société de l'encyclopédie. Toute l'économie de la société humaine est appuyée sur un principe général simple. Je veux être heureux. Je vis avec des hommes qui, comme moi, veulent être heureux également chacun de leur côté. Cherchons le moyen de procurer notre bonheur en procurant le leur, ou du moins sans jamais y nuire.